Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Planète électrique. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'avenir et des perspectives que peuvent avoir les constructeurs automobiles, ainsi que Tesla dans cette guerre qui les oppose. Eh ben dis donc, là tu y es allé fort avec ton titre, hein. Si ça c'est pas du putaclic... C'est tout au plus un titre accrocheur, mais pas putaclic. Un titre putassier sera forcément basé sur la surprise et l'émotion, mais surtout ne reflètera pas le contenu de l'article ou du média qu'il représente. Or, ici, le titre est strictement ce que je pense et ce que je vais dire. Pour les as de la gâchette ou du clavier, avant de commenter, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, afin de prendre connaissance de tous les faits qui m'ont conduit à penser ainsi. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Janvier 2008, une petite équipe commence à assembler un roadster électrique dans un petit atelier californien, sous le regard goguenard de l'industrie automobile. Sous la direction de l'excentrique millionnaire, à l'époque, Elon Musk, le tout petit constructeur du nom de Tesla Inc. se débat avec les pires soucis techniques et financiers depuis sa création quelques années plus tôt. La voiture est un modèle de série mais tout juste. Les assemblages sont faits à la main et la majorité de l'auto est en fait une Lotus Elise. Peu importe, l'homme à la tête de l'entreprise voit grand et cette première auto entre dans un grand plan à long terme qui doit mener son entreprise au sommet de la hiérarchie des constructeurs automobiles. Car en effet, la société a une mission officielle, qui est d'accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Et une mission officieuse que s'est fixée son patron, tant que tout le monde ne roulera pas en voiture électrique, Tesla continuera d'exister. Nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Elon Musk a poussé ses équipes dans leurs dernières limites pour qu'en à peine 10 ans, la marque passe d'un véhicule de niche à une production de masse de voitures de grande diffusion. Lorsque la première Model 3 est livrée en 2018, la plupart des constructeurs automobiles mondiaux sourient encore. L'enfer de la production, comme dit si bien Elon Musk, est en passe d'engloutir le constructeur, et l'industrie automobile traditionnelle le sait bien. Mais contre toute attente, les soutiens à Tesla sont si forts que la marque s'en sort. Ses clients ont été fidèles, ses fournisseurs patients et ses partenaires réactifs. Ainsi, la voiture a pu sortir en Europe dès 2019, et l'usine de Shanghai a vu le jour. Si certains feignent de rester insensibles à la vague qui arrive, d'autres commencent sérieusement à paniquer. Surtout depuis l'annonce et la mise en route des travaux des 2 nouvelles usines de Berlin et Austin. C'est à ce point que nous en sommes aujourd'hui. Tesla est en passe de devenir un poids lourd dans le monde automobile, tandis que les autres acteurs sont en rang dispersé. Voyons les forces en présence. Je précise ici que je ne fais pas de jugement de valeur sur les marques ou les entreprises. Je retrace des faits et des actions avec leurs conséquences. Lorsque je parle de leur futur possible, c'est en fonction des informations actuellement disponibles et de leur posture à ce jour. Commençons par l'Amérique. General Motors tout d'abord. Si vous voulez savoir comment on peut se tirer une balle dans le pied dans le monde de l'automobile, demandez-leur. Ils sont experts. Entre le fiasco EV1 qui aurait pu donner à GM le leadership mondial de la voiture électrique, une Chevrolet Volt conçue pour donner des gages de continuité à l'industrie pétrolière et la Bolt qui est une voiture bien conçue mais qui n'aura jamais les moyens pour être produite en très grand nombre, l'ex numéro 1 mondial a cumulé toutes les mauvaises décisions. En quelques années, le leader américain dégringole de la première à la 4e place mondiale en 2019. Le second constructeur américain, Ford, n'a pas un sort bien plus enviable. Il se retrouve à la 6e place mondiale et doit désormais se battre pour survivre, à grands coups de fermeture d'usines et de suppression de modèles. Ford n'est à ce jour sauvé que par le pick-up F-150 qui représente la seule bouée de sauvetage de l'entreprise à laquelle il s'accroche. Quant au 3e constructeur américain, le groupe Chrysler, voici bien longtemps qu'il ne compte plus dans le paysage automobile américain, si ce n'est pour quelques autos à haute performance de sa filiale SRT, filiale qui vient d'ailleurs d'être fermée suite à la fusion du groupe FCA avec le groupe Peugeot. À mon sens, c'est la pire décision possible, puisque SRT représentait une image positive et sportive pour le groupe. Pour le moment, le groupe Chrysler se limite à la vente de quelques rames et à une version hypothétique en hybride, peut-être avec de l'électrique, mais finalement pas très sérieuse. Voyons maintenant comment les 3 grands de Détroit ont décidé de s'attaquer à la voiture électrique.
GM, après avoir fait alliance avec les pires partenaires comme Nikola Motors et ses véhicules à hydrogène qui n'existent pas, et Henrik Fisker et sa voiture électrique qui n'a pas plus de réalité, a décidé de faire cavalier seul. L'image du groupe a fortement pâti des dernières années d'errance et son retrait d'Europe de manière fort peu correcte lui a fermé les marchés de l'ancien monde. Son image est désastreuse auprès du public. En ce qui me concerne, je pense que GM continuera à s'affaiblir avant de s'allier à d'autres constructeurs pour ne pas disparaître. La situation de Ford est différente. Présent en Europe et ayant une bonne image, le constructeur à l'ovale bleu a su prendre pour partenaire une société intéressante dans le monde de la voiture électrique avec Rivian. L'héritière de la famille Ford siège d'ailleurs au conseil d'administration de la start-up, et c'est une décision extrêmement judicieuse. Apprendre les codes et fonctionnements qui seront les clés du monde automobile de demain est le meilleur moyen de préparer l'avenir, et cela, Ford l'a très bien compris. On a vu que le groupe Stellantis ou Peugeot Chrysler Fiat a décidé pour les États-Unis de baisser drastiquement les coûts pour retrouver un semblant de rentabilité outre-Atlantique. Je pense qu'ils ne pourront survivre qu'au prix d'alliances qui les laisseront en position de faiblesse, s'ils ne disparaissent pas purement et simplement. Et Tesla dans tout ça. L'usine d'Austin va donner le coup d'envoi de la vente à grande échelle des autos sur le continent américain, et le Cybertruck va mettre à mal le F-150 et les autres pick-up qui permettent aux 3X grands de survivre. Le modèle Y sera un vecteur énorme de croissance, puisque les SUV sont les modèles les plus prisés dans le monde entier. Ce n'est donc pas sur le continent américain qu'il faut chercher pourquoi Tesla ne gagnera pas la guerre des voitures électriques. Car je le réaffirme, Tesla va bien perdre cette guerre. Ah, c'est en Europe alors. Ok, voyons cela. Depuis les années 1970 et 1980, âge d'or des constructeurs européens, le vieux continent n'a eu que peu de soucis avec le marché mondial. Relativement protégé contre les concurrents américains en raison de modèles peu adaptés à leur marché, et peu embêtés par les Asiatiques en termes de volume, les constructeurs européens se sont contentés de se faire la guerre entre eux. Et les victimes ont été nombreuses. L'industrie automobile britannique, par exemple, a totalement été absorbée par des capitaux étrangers. Entre Jaguar et Land Rover passés sous contrôle indien, Aston Martin, un temps propriété de Ford et aujourd'hui devenu le jouet d'un milliardaire canadien, MG Rover devenu chinois après avoir été dépouillé de sa marque Mini par BMW, il ne reste plus grand-chose de britannique au royaume de Sa Majesté. L'Italie, quant à elle, a fini par devenir monomarque avec l'hégémonie du groupe Fiat, tandis que la France s'alliait au Japon pour Renault et à la Chine pour Peugeot afin de survivre. Le groupe Fiat et ce dernier constructeur ont désormais fusionné pour survivre aux changements qui s'annoncent dans l'entité appelée Stellantis. En Allemagne, BMW et Mercedes poursuivent leur petit chemin de constructeurs premium et dédaignent l'automobile électrique de grande série. À part quelques produits de niche sans grandes ambitions, ils préfèrent pousser à la vente d'hybrides rechargeables pour se sauver des pénalités CO2 européennes et conserver leur modèle économique. Reste le poids lourd européen, le groupe Volkswagen. Dirigé par Herbert Diess, le groupe sait qu'il est primordial d'agir pour réussir la transition. Contrairement aux constructeurs qui ne mettent en place que des modèles de faible ou moyenne diffusion, le groupe Volkswagen fait feu de tout bois. La gamme ID, les Audi e-tron ou la gamme électrique de Porsche sont les réponses à la déferlante américaine qu'ils savent inéluctables. Pourtant, aussi volontaire qu'il soit, Herbert Diess doit se battre contre ses propres troupes. Les directeurs de marque et les concessionnaires font de la résistance, tandis que les investisseurs traditionnels de la marque rechignent à financer la transition. En effet, l'entreprise allemande est l'une des plus endettées au monde, et ses sources de capitaux sont issues d'une branche financière traditionnaliste, qui ne comprend pas pourquoi il faut convertir un modèle rentable et rémunérateur à court terme au profit d'investissements incertains à long terme mais permettant de survivre. Diess a bien tenté de trouver les financements auprès des sociétés de capital risque, mais les actifs de celles-ci sont occupés par les startups comme Tesla. Autre combat que doit mener le patron du groupe Volkswagen, les matières premières et composants. Si Tesla est un tout petit constructeur automobile, il est aussi le plus gros consommateur de batteries au monde. En prenant compte toutes les utilisations possibles, Tesla produit, grâce à ses partenaires, et utilise plus de batteries que tous les autres producteurs du monde réunis. Les accords de fourniture passés par Elon Musk pour sécuriser ses apports laissent peu de place aux autres constructeurs automobiles, même s'ils avaient les capacités industrielles de se servir d'un tel apport.
Donc en Europe, à part Volkswagen qui a une chance de garder la tête hors de l'eau, les autres constructeurs finiront par ne plus compter pour grand-chose dans la balance mondiale de la guerre de la voiture électrique. Ce n'est donc toujours pas là qu'il faut chercher la défaite de Tesla. Et pourtant, comme je le dis et le répète, elle est inéluctable. Et en Asie, là il y a du lourd quand même, hein. Possible, mais si l'Asie est un continent, je pense qu'il faut en faire 3 parties distinctes. L'Asie ressemble un peu à un miroir du reste du monde. Le Japon et ses traditions est le pendant de l'Europe, la Chine est une version asiatique de l'ex-bloc de l'Est et la Corée est une version asiatique des États-Unis. En tout cas dans leur philosophie. Commençons par le Japon. La culture japonaise est très codifiée et la tradition a une valeur énorme pour le maintien de sa civilisation. S'ils ont été innovants et réactifs, les Japonais le doivent aux épreuves qu'ils ont traversées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement japonais a soutenu Toyota et Honda tandis que les autres constructeurs étaient voués à disparaître. Ce ne fut pas le cas et par exemple Mazda ou Suzuki sont parvenus à rester des entreprises vivantes et prospères. Sentant l'arrivée d'une crise pétrolière probable, Toyota s'est lancé dans la technologie hybride et a investi énormément d'argent mais aussi de conviction dans cette technologie. La technologie devait permettre de protéger le modèle économique mondial de la marque et son réseau de distribution. Alors que cela commençait seulement à porter ses fruits, l'arrivée de la voiture électrique a tout bouleversé. Si les dirigeants de Toyota ne peuvent ignorer les avantages de la voiture électrique, ils ne l'adoptent qu'à tout petits pas. Leur avancée technologique vers l'hybride les a propulsés vers la place de numéro 1 mondiale. C'est leur refus de renoncer à cette technologie qui va les tirer vers le bas et leur faire perdre la victoire. Assez ironiquement, l'usine Tesla de Fremont est une ancienne usine Toyota, à l'époque où le japonais était en pleine expansion sur le continent américain. Aujourd'hui, il cède tellement de terrain qu'il perd des usines sur le continent américain et va en perdre partout dans le monde. La défaite de Tesla ne viendra donc pas du Japon. Ah, de la Chine alors? Ah là, effectivement, c'est très intéressant. La Chine est puissante grâce à l'argent que notre monde occidental a dépensé pour en faire l'usine du monde. Il n'est pas un produit qui n'a pas son équivalent en Chine, ou presque. Et chacun des produits que nous utilisons chaque jour a au moins un composant chinois. En matière d'automobile, 3 sortes de constructeurs sont présents. Tout d'abord, les constructeurs européens rachetés par des capitaux chinois. On peut citer Volvo, Saab ou MG Rover, ou même Stellantis dont les actifs chinois ne sont pas absents. Il y a les constructeurs qui produisent sur le marché local, comme BYD ou Dongfeng. Et enfin, il y a les stars internationales comme NIO ou XPeng. Ces 2 dernières sociétés ont de bons atouts à jouer pour devenir des poids lourds du secteur. Elles n'en sont pourtant pas encore là et doivent encore faire leurs preuves. Donc la Chine, oui peut-être, mais pas tout de suite. Finalement, il reste que la Corée dans cette affaire. Hein. Ah, la Corée du Sud, sacré morceau, sachant qu'il y a vraiment qu'un seul constructeur vraiment important. Et là, il est temps de parler de Hyundai Kia. Les connaisseurs l'avaient senti venir de loin, celle-là. Oui, le groupe familial coréen est clairement le plus armé mondialement pour faire face à Tesla. Il a plusieurs atouts qui en font un adversaire redoutable. Dirigé depuis sa création par la même famille, le groupe a une tradition d'autofinancement. Même si Kia est une société cotée en bourse, le groupe conserve jalousement le contrôle grâce à une minorité de verrouillage au conseil d'administration. Hyundai ne fait d'ailleurs pas que des voitures. Entreprise de travaux publics et constructeur naval, le groupe investit également dans de nombreuses infrastructures portuaires asiatiques pour profiter du commerce mondial et ce depuis les années 70. C'est une puissance financière énorme et tout un pays qui est derrière Hyundai. Hyundai observe, travaille et s'adapte. Après avoir lancé des projets de voitures hybrides rechargeables et même hydrogène, c'est la traction électrique qui devient le fer de lance du constructeur coréen. Il n'abandonne pas pour autant les autres alternatives innovantes, au cas où. En revanche, son offre thermique est appelée à disparaître rapidement. Jamais en avance ou le premier sur une technologie particulière, le groupe coréen n'est pourtant jamais en retard. Les fournisseurs coréens de batteries sont déjà prêts à fournir et le premier véhicule électrique de très grande diffusion arrive sous la forme d'une Ioniq 5 concurrente de la Tesla Model 3. Donc c'est Hyundai qui va gagner la guerre. En fait, non. Mais alors qui ? Voyons les choses d'une autre manière si tu veux bien. Qui a gagné la guerre des smartphones ? C'est pas évident à dire parce que certains disent que c'est Apple, mais c'est pas le plus gros fabricant mondial. D'autres disent que Samsung a tout gagné et certains prévoient une arrivée en masse des constructeurs chinois qui vont balayer tout le monde. Tu as bien mis le doigt sur la réponse, mais sans finir ton raisonnement. Allons plus loin. Demain, à ton avis, qui va gagner la guerre des smartphones ?
Non, mais comment veux-tu que je le sache? Parce que c'est même pas évident qu'il y ait un vainqueur, étant donné que c'est une guerre sans fin finalement. Et voilà, tu as bien compris le principe. Tant que tu n'as pas totalement éliminé ton adversaire, la guerre est sans fin. La voiture électrique est étrangement similaire au smartphone d'ailleurs, et l'histoire de ces derniers va nous mettre sur la voie pour nous dire sensiblement vers quel avenir le marché automobile s'achemine. L'Amérique deviendra la patrie du leader charismatique de la technologie de la voiture électrique, à savoir Tesla. Les Chinois, en général, arriveront en masse pour démocratiser la voiture électrique, tandis que son concurrent le plus virulent sera Hyundai, qui prendra à terme, je pense, la place de numéro 1 mondial des constructeurs automobiles. Reste l'inconnue européenne. Si le groupe Volkswagen ne veut pas finir comme Nokia ou Alcatel, il va devoir faire confiance à son patron et abandonner ses positions trop conservatrices pour convaincre fournisseurs et investisseurs de travailler pour la survie de l'entreprise. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, le grand vainqueur sera Hyundai. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, non, ce ne sera pas Hyundai. Tu l'as dit toi-même, les choses changent en permanence. Hyundai sera effectivement premier constructeur mondial un jour et perdra cette place au profit d'un autre. Tesla aura également probablement cette place aussi, mais la perdra, etc., etc., etc. Dans une guerre telle que celle-ci, les seuls que l'on peut compter de manière sûre sont les morts, comme dans le cas des smartphones avec Nokia, Kodak ou d'autres qui n'ont pas su s'adapter au bon moment. On peut alors se poser une question inverse, qui seront les morts dans cette guerre de la voiture électrique? J'ai énormément de craintes pour General Motors, Stellantis ou les constructeurs japonais. Certes, ils ne disparaîtront pas sans combattre, mais je pense qu'au minimum, ils passeront sous contrôle étranger. D'autres vivoteront pour finalement disparaître et être incorporés à des groupes comme faire valoir, style BMW ou Mercedes, au point de ne devenir que des images, ce qui est déjà arrivé à Mini par exemple. Pour terminer cet épisode, il y a 2 certitudes. C'est que le monde de demain sera électrique et très différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais pas que. La deuxième chose qu'on sait de manière certaine, et je vous l'ai dit depuis le début, c'est que Tesla ne gagnera pas la guerre des voitures électriques. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Ciao!